Bonjour à tous, et puis je vais essayer effectivement de vous mettre, je suis dans la position du producteur, mais je vais essayer de me mettre dans la position du producteur qui demain devra toucher le consommateur. Parce que tout ce qui a été dit effectivement tout à l'heure est très intéressant et correspond tout à fait un peu à la réflexion qu'on doit avoir nous dans les filières. C'est que on voit bien qu'aujourd'hui la digitalisation va changer complètement notre distribution, mais va avoir un impact direct sur nos modes de production. Moi, je suis effectivement serriste. Ça fait très très longtemps que dans la serre, on a fait rentrer des systèmes modernes pour essayer de mieux produire, de répondre à un certain nombre d'exigences, d'efficience de la serre. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a commencé là-dessus, mais on voit bien que demain, on va aller encore de plus en plus loin. Alors pourquoi moi j'avais aussi fait le choix d'être producteur serriste, parce qu'il me semblait que sous une serre, il était effectivement plus facile de mettre en œuvre un certain nombre de moyens, et puis surtout de maîtriser davantage tous les facteurs qui sont autour de la plante et qui font qu'à un moment donné, on est capable de produire dans des conditions optimales et efficientes nos productions. Donc la serre aujourd'hui, alors je vous apporte ma réflexion en tant que producteur, mais aussi comme président d'AOP Tomates et Concombres de France, parce que j'essaye aussi à travers la connaissance de ma filière d'imaginer ce qu'elle pourrait être demain, en m'appuyant simplement sur la façon dont mes collègues au niveau national et au niveau international imaginent aussi la production demain. Donc c'est à partir de là que moi je vais essayer de vous présenter un petit peu comment, à mon niveau, je vois les choses, mais évidemment je n'ai pas la boule de cristal, donc je ne sais pas exactement si in fine ça sera comme ça que ça va se passer, mais en tout cas voilà les orientations. Alors aujourd'hui, technologie au service de la plante, capteur agronomique, croissance. Aujourd'hui, oui, dans une serre, on essaye de pousser à l'extrême la conduite de la plante, l'efficience, pour répondre à plusieurs choses. D'abord parce qu'une serre nous permet, parce qu'une serre coûte relativement cher à construire, et donc il faut rentabiliser sa serre, il faut être efficient par rapport à la plante, donc arriver à produire dans de bonnes conditions, dans une qualité optimale, et en même temps en répondant à tous les enjeux qui nous sont imposés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, il y a des attentes sociétales très très fortes autour du produit, mais en fait le consommateur, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas simplement une attente sur le produit avec la qualité intrinsèque, même si elle est très forte aujourd'hui, mais là aussi, on l'a dit tout à l'heure, il faudra qu'on en parle, c'est autour du produit, il attend une histoire, c'est-à-dire il veut savoir aussi comment il est produit, dans quelles conditions, est-ce que le produit qui sort de la serre a un bon impact ou pas sur son environnement, est-ce qu'il a un impact ou pas sur le social, enfin il y a tous ces enjeux-là, voilà. Et donc ça, aujourd'hui, on essaye à travers la serre d'en tenir compte. Ces outils technologiques qu'on utilise et qu'on a déjà utilisés déjà depuis plusieurs années, évidemment, ils s'améliorent. On arrive sur des outils de pointe. Je vais vous en montrer 2 ou 3 en photo. Voilà, ici vous avez. Alors ça, c'est des photos qui ont été prises dans une de mes serres sur la commune de Basse-Goulaine. Là, on a des systèmes de crop view, on a des systèmes de ProDrain, on a des systèmes de caméra infrarouge. Tous ces capteurs nous permettent de mesurer évidemment ce qui se passe dans la serre, mais surtout nous permettent de mesurer ce qui se passe dans la plante. Et ça a énormément changé depuis des années. C'est qu'avant, on avait des simples capteurs qui étaient des thermomètres hygrométriques, température, radiation, et on mesurait les critères environnementaux autour de la plante qui nous permettaient de croître. Aujourd'hui, ces systèmes de caméras qui enregistrent des images en permanence de la plante en train de croître, ces systèmes de ProDrain qui mesurent en permanence ce que la plante est en train de consommer en instantané, et on extrapole des courbes de croissance et des courbes de stress de la plante, et des systèmes de caméras infrarouges qui nous permettent de non seulement mesurer la température de la serre, mais surtout mesurer la température de la plante. Et tous ces éléments-là, et tous ces capteurs-là qui existent déjà depuis une dizaine d'années, hein, et qui fonctionnent très très bien en autonomie, nous permettent de mesurer le fonctionnement physiologique de la plante. Donc on est bien plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent. En fait, finalement, quand on faisait des relevés de croissance, quand on faisait des relevés de drainage, quand on faisait des relevés de température, on ne faisait que constater le résultat, la résultante d'un fonctionnement de plante. Là, on anticipe les choses, c'est-à-dire qu'on va mesurer réellement ce que la plante est en train de subir. Alors pour nous, c'est très intéressant parce que
Parce que ces systèmes-là, ils nous ont permis de pousser la plante, le végétal, la physiologie de la plante dans son extrême, puisqu'à chaque fois qu'une plante est en état de stress, on le sait parce qu'elle n'a pas consommé d'eau, parce qu'on voit que le CO2 dans la serre augmente, donc elle ne le consomme pas. Ça veut dire qu'il faut anticiper la réaction physiologique de la plante et nos capteurs nous permettent de l'anticiper. Voilà. Donc ça, on est allé beaucoup. On va de plus en plus loin sur le fonctionnement de la plante, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que nos plantes, elles ont besoin d'être en bonne santé, et qu'une plante qui est en bonne santé n'a pas forcément la nécessité qu'on la protège avec des produits phytopharmaceutiques, parce qu'elle est capable, parce qu'elle est en bonne santé, de s'autodéfendre contre des agresseurs. Donc on va beaucoup plus loin justement dans nos réflexions, parce qu'on part du principe que lorsqu'une plante est capable de se défendre elle-même, elle est capable de cohabiter avec des agresseurs. C'est la raison pour laquelle on a aussi beaucoup en serre évolué sur nos stratégies, et le fait qu'aujourd'hui on est capable de proposer des gammes de produits sans résidus, sans pesticides, parce qu'on a un usage extrêmement limité. Et ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait parce que, simplement, on sait comment la plante réagit. Et donc, on sait anticiper ces agressions. En fait, tu as cumulé de la data depuis des années, et tu t'es doté des moyens d'analyse. Aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on essaye d'anticiper en permanence ces facteurs-là. Mais on joue aussi sur ces facteurs-là pour la qualité du produit. Puisqu'effectivement, souvent, on nous dit attention, vous êtes sur des systèmes très efficients, des systèmes très industriels, mais on en oublie quelquefois le produit au cœur de la... Donc aujourd'hui, grâce à ces systèmes-là, on arrive à remettre en production des variétés, des cultures qu'on s'était interdit à un moment donné de produire. Parce que simplement, à l'époque, on ne savait pas faire autrement que de les produire en les protégeant en permanence avec des produits phytopharmaceutiques. Parce que ultra sensibles. Si demain, grâce à ces outils-là, on est capable de dire attention, cette plante-là, elle est très sensible à ça et à ça, mais parce qu'on est capable de piloter autour d'elle l'environnement favorable, eh bien on sera capable de nouveau de les produire. Alors pour ça, pour nous, c'est très intéressant. Effectivement, aujourd'hui, on va un peu plus loin dans les capteurs parce qu'on va sur des systèmes prédictifs. C'est-à-dire, on va avoir des outils qui vont non seulement vous dire que la plante est en train de bien travailler, qu'elle est en train de bien produire, et en plus, on va le mesurer. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes qui vont nous dire demain, ma tomate, mon concombre, il sera prêt à quelle heure? En croissance et en qualité. Puisque, quand je dis la tomate parle, on peut aussi dire le concombre, c'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs qui seront sur la plante, dans la plante, et qui nous donneront des indicateurs de nutrition, de saveur, de taux de sucre, par exemple. J'ai pris ces indicateurs-là, ça peut être d'autres indicateurs, et ils vont me dire ce matin, ce fruit-là, il est mûr pour tel client. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on va pouvoir ultra segmenter. On va pouvoir répondre exactement à ce que veut notre marché. Alors, c'est là où je vais peut-être rejoindre les deux interlocuteurs d'avant, c'est demain, quels sont nos interlocuteurs pour vendre? Manifestement, Christophe a répondu qu'il pourrait y avoir un peu de flottement là. Hein. Comment atteindre le consommateur demain et comment fiabiliser notre offre? Et en fait, c'est là où moi, je disais tout à l'heure, je n'ai pas la réponse de Christophe, parce que je ne sais pas, et donc, ici, pour nous, c'est la grande inquiétude. Aujourd'hui, certains vous diront, attention, on échange avec le grand méchant. Aujourd'hui, c'est facile pour nous. On a des distributeurs qui font le travail à notre place. Donc, en gros, on leur vend, eux touchent le consommateur, et puis la relation commerciale se passe, ça se vend bien ou ça se vend pas bien, enfin, en tout cas, quand ça va bien, en général, les échanges sont cordiaux. Quand ça va moins bien, c'est toujours le distributeur, de notre côté, c'est toujours le distributeur qui n'a pas fait son boulot, puis du côté du distributeur, c'est le producteur qui n'a pas toujours fait. Mais en attendant, nous, on ne touche pas forcément le consommateur en direct. Et demain, ça va changer. Demain, ça va changer parce que si le consommateur n'est pas satisfait du produit, on sera en direct. Aujourd'hui, la distribution, c'est l'amortisseur. Aujourd'hui, il y a des taux de casse importants en magasin. On est sur des produits ultra sensibles. On est sur des produits qui évoluent très vite. On est sur des produits dont la manipulation ou la logistique peuvent avoir des conséquences négatives sur la qualité intrinsèque du produit. Bon, pour l'instant, c'est la distribution qui amortit ça. Demain, il n'y aura plus ça. Donc ça veut dire que votre produit, quand vous allez le proposer en direct au consommateur. Alors après, je ne sais pas par qui il sera distribué.
mais en tout cas, notre produit, il sera commandé sur le smartphone, ou sur l'ordinateur, sur un drive et autres. Et puis après, on ne sait pas qui c'est qui va distribuer le produit, mais probablement certain que ça sera un distributeur, mais est-ce que ça sera Amazon, est-ce que ça sera... voilà, mais qui passera par Carrefour. De toute façon, le consommateur, demain, il verra sur Amazon, il ne se posera pas la question de savoir si Amazon a été chercher le produit qui lui correspondait chez Carrefour, chez Leclerc, ou chez... Ça, c'est pas un problème. Par contre, il sait quel produit il veut. Et là où nous, ça va devenir compliqué, c'est que notre produit, ma barquette de tomates cerises, que j'ai vendu avec un taux de sucre, avec une qualité nutritionnelle, soi-disant certaine, que j'ai vendu avec une qualité irréprochable. Si demain, pour X raison, j'ai une variation, et ce qui peut arriver parce qu'on est avec du vivant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le consommateur, quand il aura été sur Internet, qu'il aura commandé cette barquette de cerises, et puis il aura vu, il y avait les 5 étoiles jaunes, là, en disant, ça c'est le super produit. D'accord? Eh bien, si jamais vous tombez sur des quelques consommateurs qui, eux, sont déçus de ce produit-là à un moment donné, vous allez passer au bout de 3 semaines, vous allez passer à 2 étoiles, puis 1 étoile. Et puis jusqu'au moment où le site va vous dire que vous êtes déréférencé. Alors, pour nous c'est un peu anxiogène, parce qu'on se dit, on peut essayer de faire tout bien, mais malgré tout, on sait très bien qu'on peut aussi avoir des avis. On travaille avec du vivant. Quand vous savez que dans un rang de tomates, même si, comme je vous disais tout à l'heure, on essaye d'être dans la perfection vis-à-vis du végétal, dans un rang de tomates, que vous savez que vous n'avez pas le même taux de sucre d'un rang à l'autre en fonction de l'exposition solaire, comment vous faites à un moment donné pour vous assurer qu'au moment où le consommateur achète, chaque tomate va avoir le même taux de sucre? Alors évidemment, on sait faire, on met une certaine barrière. Et ça veut dire que quand vous tombez dans ce niveau d'exigence, le consommateur, s'il y a un écart, il va vous le faire savoir tout de suite. Voilà. Alors, c'est le côté un peu perturbant, c'est le côté un peu déroutant à notre niveau, parce que la distribution, c'est pas notre métier. Nous, on est consommateurs, on est producteurs. Et demain, on va toucher le consommateur en direct. Maintenant, c'est aussi intéressant. Moi, j'ai des produits, aujourd'hui, je touche peut-être 40 000, 60 000, 200 000 consommateurs. Demain, avec un clic, je vais peut-être en toucher 1 million ou 10 millions, j'en sais rien du tout. Alors, vous voyez, c'est un peu là où ça me paraît très perturbant, c'est qu'on va peut-être pouvoir monter très très vite, mais on peut descendre très très vite aussi. Et ça, c'est les enjeux de nos filières, de nos produits tels que je les vois aujourd'hui. Donc, je n'ai pas les réponses. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, moi j'ai noté beaucoup de choses pour ramener chez moi, voilà. Mais on voit bien que forcément ça va avoir un impact sur nos modèles de distribution, de production, parce qu'il va falloir qu'on fiabilise nos productions. Aujourd'hui, on a un marché qui est assez structuré, c'est-à-dire que quand on a des produits qui sont premium, eh bien, on les classe comme ça. Ils ont une qualité un peu moindre, on va les classer autrement, et puis ça ne sera pas le même circuit de distribution. Est-ce que demain on aura aussi ça? J'en sais rien. Peut-être si, à travers une ultra-segmentation. Parce que quand vous allez commander, quand le distributeur, le nouveau distributeur, va vous dire, au vu de ce que vous avez l'habitude de commander, moi je vais vous préconiser ça, et que vous avez au niveau des prérequis, un prix, une qualité, une valeur nutritionnelle, un impact environnemental, eh bien nous, on devra y répondre. On devra y répondre. Et donc, il faudra effectivement qu'on raconte une histoire. Et moi, demain, si je veux vendre ma tomate, il va falloir peut-être que je dise ma tomate, quand vous l'achetez, vous savez qu'elle est sans résidus de pesticides ou sans pesticides, qu'on est haute valeur environnementale, qu'on est organique, qu'on est hors sol. Enfin, tous ces éléments-là, il va falloir qu'on les accompagne autour de notre produit. Et toi, en tant que producteur, tu préfères que ce soit toi qui raconte l'histoire ou bien que ce soit le MDD qui s'en charge? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas arrêté là-dessus. Je pense qu'on aura besoin de tout le monde. Il y en a pour qui c'est le métier, il y en a pour qui, pour nous, on devra certainement, pour une partie de notre production, le faire aussi. Je ne suis pas complètement arrêté là-dessus. S'il y a un distributeur demain qui est capable de faire le travail à ma place, mais qui me permet d'obtenir le maximum de valorisation pour le travail que j'ai réalisé, ça ne doit pas me poser de problème. Il faut savoir tout faire. Je pense qu'il faut savoir tout faire, par contre, il faut être conscient de notre part au niveau de la production. On a au moins une chance, c'est que de toute façon, la production, le produit, c'est nous qui l'avons. Maintenant, c'est comment on en assure et on en récupère la valeur ajoutée. Parce que la question va toujours se poser de la même façon demain.
Est-ce que ça va nous échapper? Tout à l'heure, j'entendais que c'était peut-être une opportunité pour nous, et je pense que ça peut l'être, mais si on ne s'y met pas, une fois de plus, on va voir le train passer. Je peux être d'accord, hein. Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Et après, c'est même des logiques qui vont être différentes. Le fait que deux plants de tomates côte à côte n'aient pas exactement le même rendement, le même taux de sucre, ça peut être un avantage. Pourquoi? Quand je suis dans la grande distribution, j'ai besoin d'avoir une qualité qui est constante parce que j'ai des gros volumes. Quand je fais de la segmentation, il y a certains types de consommateurs, ce qui va les intéresser, c'est d'avoir des produits vivants. Et justement, un produit vivant, il n'est pas homogène. Il n'est pas uniforme. Et donc, du coup, ça va changer. Moi, quand j'achète certains vins, il y a des vins qui sont uniformes parce qu'ils doivent répondre au goût d'un marché. Puis il y a des vins qui vont d'une année sur l'autre, d'une partie de la production sur l'autre, la même année, je n'ai pas le même vin. Et bien, ça m'intéresse. Parce que je me dis, ah, j'ai une surprise. Je découvre un vrai produit vivant. Donc, le fait de pouvoir parler au consommateur, le fait de pouvoir clusteriser, enfin, le mettre en catégorie, ça va aussi changer même certaines manières de produire, et celle-là par exemple de chercher l'uniformisation, bah, peut-être que sur certains plans, sur certaines espèces, il faudra faire comme ça. En fait, c'est toute une logique qui doit aussi changer, parce que certains consommateurs vont vouloir autre chose. Mais c'est super intéressant d'être en prise directe, parce que ça donne beaucoup plus de profit. Oui, bonjour. On a beaucoup aujourd'hui. Juste une question sur cette idée de clusterisation. On a des outils numériques aujourd'hui qui permettent d'aller filtrer l'information que l'on va donner au consommateur. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on cible le consommateur, on va lui donner sur son étiquette la réponse de cette cible. Mais en fait, ce produit, il est intrinsèquement composé de plein d'informations qu'on a tues, parce qu'on a considéré qu'elles ne correspondaient pas à la masse que l'on cible. Mais si monsieur me dit, en fait, vous avez un capteur, je sais pas, un capteur infrarouge, il va aller mesurer la teneur en sucre dans le produit, vous êtes capable de dire à votre consommateur qui cherche une teneur en sucre basse, celui-là il est bas. Mais c'est peut-être pas ça que l'autre il cherche peut-être de la couleur, et donc on va aller lui donner une autre information, mais c'est le même produit. Et ce que je veux dire, c'est que l'information numérique, enfin les outils numériques, ont des travers, mais ils ont aussi beaucoup de potentialités pour l'utilisation qu'on doit en faire. Et c'est vrai qu'il faut simplement changer de paradigme. C'est simple, mais c'est pas ça. Bon, moi je suis parti effectivement sur quelques critères, et on voit bien qu'en fonction d'un consommateur à l'autre, les critères ne sont pas du tout les mêmes. Quand on commence à parler de l'aspect gustatif de la tomate, c'est un sujet sur lequel ça fait des années qu'on y travaille et on avance encore. Voilà, tous les ans on fait des tests et demi auprès des consommateurs, on se rend compte que même le consommateur le plus avisé, finalement, se trompe des fois entre l'idée et l'imaginaire qu'il en a du goût de la tomate et de la réalité. Voilà. La seule chose qu'on a constaté, et c'est là où vous avez raison sur le fait que tout dépend de l'information qu'on apporte à la bonne personne. Parce qu'en fait, à chaque fois que le consommateur il a un écart, il trouve un écart entre ce qu'il attend du produit et ce qu'il ressent du produit au moment où il le consomme, vous êtes tranquille, il est déçu. À chaque fois que vous diminuez cet écart, le consommateur, il est satisfait. Et on se rend compte, par exemple, sur la tomate, de bien orienter le consommateur sur ce qu'il souhaite, ce qu'il attend dans le goût de la tomate, parce qu'à chaque fois que finalement il retrouve ce qu'il en attend, il vous dit que celle-là elle est excellente. Y compris chez les plus avisés. Mais effectivement, si vous avez un consommateur qui demain, lui, aime une tomate qui est sucrée, croquante, et que vous lui vendez une tomate plutôt fondante et comment dire, charnue, ça ne va pas lui plaire du tout. Pas du tout. Si au contraire, il aime une tomate judieuse et acide et qu'on lui donne une tomate sucrée, c'est pas bon ça. Voilà. Donc en fait, il faut simplement donner la bonne information au consommateur. Et la digitalisation pour ça est très intéressante, parce qu'on fait passer une masse d'informations encore plus importante vis-à-vis du consommateur. Alors peut-être qu'il va être inondé, mais en tout cas, si c'est les bonnes et les percutantes, ça doit fonctionner. Là où on doit nous faire attention, c'est pas se tromper et fiabiliser ce qu'on apporte in fine. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'aurais des questions ou des paradoxes qui permettront de faire discuter les intervenants entre eux. Donc, monsieur nous avait présenté un certain nombre d'éléments sur la tomate, sur les capteurs, etc. Mais si on veut faire raconter l'histoire à la tomate, est-ce que ce sont véritablement les capteurs qui sont attendus par les consommateurs? Ou dit encore autrement, est-ce que finalement le consommateur du Lot-et-Garonne va pas attendre une tomate plein champ, Corvée des Andes, et celui du
Val de Loire, n'importe quoi, une mémoire de Crimée, et auquel cas, est-ce que c'est vraiment peut-être venu sous serre, j'en sais rien, attendre encore autre chose. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment la stratégie numérique qui est totalement la plus adaptée par rapport aux évolutions du consommateur? Pour finir, et ça reprend une interrogation que tu as développée, je suis le premier intervenant, si cette tomate est vendue par exemple sur Amazon Go, que le consommateur a connaissance que c'est la plateforme chinoise qui le vend, s'il s'aperçoit que éthiquement ceux qui détiennent le capital peuvent avoir une image très contestable, voilà, est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause complètement un certain nombre d'éléments qui nous ont été apportés, à savoir que la régulation du système, les institutions qui gèrent le système, dire en réponse aux boutades, c'est la loi économique, finalement, que ce soit Carrefour ou Amazon Go ou un autre qui le vendent, je m'en moque un petit peu, pas forcément, parce qu'on a des plaques régionales qui jouent les unes par rapport aux autres sur ces éléments-là, et notamment en termes stratégiques. Donc, je pense que ça pose par ricochet un ensemble de questions, notamment des institutions qui nous semblent extrêmement importantes de poser. Moi, il me semble que l'intelligence, elle va être dans la combinaison à la fois d'une compréhension qualitative et d'une utilisation du numérique qui va être plus quantitative. C'est-à-dire que je pense qu'en amont, pour bien comprendre, pour savoir quelle information vous allez pousser à qui, il faut que vous ayez compris comment les gens sont segmentés, sur quels critères, en fonction de quelles caractéristiques, quels types de tomates sont recherchés en fonction du usage, je ne sais pas en fonction de quoi, n'ayant pas fait l'étude, pour en tout cas segmenter, vous voyez, la consommation, entre guillemets, des tomates, avec les individus qui sont segmentés. Et à ce moment-là, vous saurez à qui, grâce à vos outils numériques, parce que là, vous avez l'info, à qui vous poussez quelle information. Et vous serez en adéquation entre l'information que vous poussez et le groupe auquel vous vous adressez. Pour tel ou tel type de consommation, dans tel ou tel lieu de consommation, en fonction de ses caractéristiques, en effet. Merci Catherine.